Salut à tous, alors aujourd'hui on met le doublage en pause et puis on va essayer le fameux format d'analyse informelle dont je vous avais parlé. Même si le terme d'analyse correspond pas forcément à ce qui va suivre, mais bon, on va voir. Il n'y aura pas d'image pendant cette vidéo, du coup vous pouvez faire autre chose en même temps, si vous voulez vous étirer les jambes, vous faire un petit café, on est entre nous. Alors comme prévu, ce sera une vidéo informelle et donc assez libre, que j'ai décidé d'appeler « En attendant le 3 novembre ». Parce que c'est le 3 novembre, le jour de l'élection américaine, pour ceux qui l'ignorent, que tout va se jouer, que l'avenir du monde, hein, rien que ça, va se décider. Je vais pas réexpliquer tout ce qu'est QAnon, les enjeux de l'élection, voilà, si vous êtes ici, vous devez déjà savoir tout ça. Mais donc finalement, où est-ce qu'on en est par rapport aux élections? Eh ben on est pas mal du tout. Alors si vous écoutez les sondages américains, ils vous diront que Trump a déjà perdu, mais d'un autre côté, tous les analystes de la télé gardent la tête froide, sûrement parce qu'ils se souviennent de leurs pronostics ratés de 2016, puis ils s'accordent quand même à dire que Trump a toutes ses chances. Et puis si vous écoutez des chaînes comme Radio-Québec ou Les Décodeurs, bah, vous entendez que Trump est sûr et certain de gagner, qu'il a même déjà gagné, et personnellement je suis un petit peu de cet avis aussi. Alors ce qu'on peut retenir de la situation actuelle, c'est que les démocrates sont en très mauvaise posture et que tout le monde commence à le voir. Le parti démocrate, ces dernières années, mais plus visiblement encore depuis les manifestations Black Lives Matter, le parti démocrate s'est radicalisé à gauche, et quand on dit gauche, ça sous-entend la gauche antifa, celle qui détruit les commerces, qui brûle les voitures et qui veut dissoudre la police. C'est aussi la gauche qui empoisonne la vie des gens avec des revendications prétendument féministes ou égalitaires, qui se plaint dès qu'elle voit un homme blanc, bref, vous voyez le genre quoi. Bon, comme on pouvait s'y attendre, la crise du coronavirus, la crise économique qui a suivi, tout ça, ça n'a pas vraiment fait de bien au bilan de Trump, qui était très bon avant ça, mais la crise Black Lives Matter, Antifa, ça a fait encore moins de bien aux démocrates. Alors aujourd'hui, il semble que le parti démocrate a un gros problème, c'est qu'il n'est pas du tout rassembleur. Et ça peut se comprendre puisque là, ils viennent de nominer officiellement Joe Biden comme candidat, et Joe Biden n'intéresse personne. Le résultat, c'est que les démocrates se radicalisent à gauche parce qu'ils essaient désespérément de récupérer les électeurs de Bernie Sanders, qui ne sont pas du tout assurés de voter pour Biden. Ils s'agenouillent devant les membres de Black Lives Matter parce qu'ils espèrent récupérer l'électorat noir qui leur échappe de plus en plus. Puis ils poursuivent le narratif selon lequel le coronavirus va détruire l'humanité, pour pouvoir ensuite proposer le vote par courrier lors de l'élection présidentielle. Vote par courrier dont tout le monde a parfaitement compris que ça va servir à la plus grosse fraude électorale de tous les temps. Donc si ça passe, il y aura toutes les possibilités de fabriquer des faux bulletins de vote, de falsifier ceux que les électeurs enverront, à moins que ces votes ne disparaissent tout simplement. Bref, il n'y aura aucune sécurité et c'est bien le but. Tout est bon pour remporter cette élection du côté démocrate. Alors, comme dirait Q, quand est-ce que l'ennemi utilise toutes ses munitions? Réponse, bah quand il se sent en danger de mort. Et effectivement, le parti démocrate, là, il a bien compris que c'est pas Joe Biden qui va mettre Trump en difficulté, vu le personnage. Les internautes en ce moment là en sont arrivés à faire des vidéos de best-of de toutes ces gaffes, les gaffes de Biden je veux dire. Enfin si on peut appeler ça des gaffes parce que ça s'apparente de plus en plus à de la sénilité, là je pense que tout le monde s'accorde sur ce point, et personne ne s'attend à ce qu'il puisse un jour prendre le pays en main. Si vous avez suivi l'actualité récente, vous savez que la convention démocrate qui s'est tenue il y a quelques jours, qui est vraiment l'événement politique avec un grand E pour les démocrates, l'événement qui est censé être la nomination solennelle de leurs candidats, le rassemblement de toutes leurs forces derrière un seul homme et le lancement officiel de la campagne électorale, et ben cette convention démocrate elle a fait un score télévisuel assez minable, hein, avec des baisses d'audimat qui allaient de moins 23 à moins 48% par rapport à la convention de 2016. Bon, alors on pourrait se moquer de ces audiences, hein, de la prestation complètement ridicule de Michelle Obama, mais on va rester sérieux. Une baisse d'audience pareille, ça aboutit à une conclusion qui est très claire, c'est que le parti démocrate intéresse très largement moins les électeurs qu'en 2016. Alors là, ils n'ont pas réussi à construire un mouvement rassembleur, ça c'est évident, mais d'un autre côté, une baisse de 23 à 48% d'audimat, ça se traduit pas forcément par la même baisse au moment de mettre le bulletin dans l'urne. Les démocrates convaincus vont pas forcément retourner leur veste en 4 ans et voteront sûrement démocrate à nouveau. Ça dit, ils le feront sans conviction. Alors pour le dire autrement, on va pas assister le 3 novembre à un duel entre Trump et Biden, mais à un duel entre les pro-Trump et les anti-Trump. Biden dans cette histoire, il sert à rien, il est là parce qu'il faut mettre un nom démocrate sur le bulletin anti-Trump. Les démocrates vont pas voter pour Biden, ils vont voter contre Trump. Et puis le point important, c'est les indécis, c'est-à-dire ceux qui sont entre les deux. Ils voteront difficilement pour le parti démocrate parce qu'il est toujours plus radical et malhonnête, et ils comprennent très bien que Trump n'est pas responsable de l'épidémie du coronavirus. À partir de là, les indécis pourraient venir gonfler l'électorat de Trump, et bon, qui sait tout ce qui peut encore se passer d'ici là, avec la vérité qui sort de plus en plus au sujet du virus, des masques, des mesures liberticides.
Bon, ce que je veux dire, c'est que ces indécis, qui sont généralement modérés et qui ont surtout le pouvoir de faire basculer le vote d'un côté ou de l'autre, ces indécis pourraient bien voir Trump comme le candidat le plus fiable et le plus modéré des deux. Et ça, c'était pas le cas en 2016. Parce qu'en 2016, Trump faisait figure de candidat provocateur et radical. Entre 2016 et 2020, Trump a changé d'image. C'est plus du tout un candidat exubérant, c'est un président, déjà. C'est un président qui, en dehors des médias, est globalement respecté. Il s'est montré tenace sur des dossiers épineux, et il a montré qu'il était tout sauf un clown. A l'inverse, du côté démocrate, on est passé de Hillary, qui, malgré ses innombrables défauts, avait clairement un statut politique important, à Joe Biden, qui est un candidat fantôme qui est poussé par un parti qui fait de plus en plus peur aux Américains. Alors vous noterez, puis vous l'avez même peut-être déjà noté il y a longtemps, que les dirigeants démocrates eux-mêmes ne soutiennent pas vraiment Joe Biden. On se souvient de l'approbation qui était assez tardive et peu enthousiaste de Barack Obama. Ça avait amusé Trump d'ailleurs. On se souvient de ce que Kamala Harris disait sur Biden avant qu'elle soit sa vice-présidente. Et puis bon, j'ai pas regardé la convention démocrate, mais il paraît que Alexandria Ocasio-Cortez a fait tout un discours sans prononcer une seule fois le nom de Joe Biden. Alors que bon, c'est quand même sa cérémonie à la base, à Joe Biden. Et tout ça, bah, c'est très suspect, c'est très suspect même parce que les démocrates jouent très gros dans cette histoire. Même sans parler des procès, des peines de mort dont parle Q, bon, on parle quand même d'une élection présidentielle. Et il est vraiment incompréhensible que les Obama, les Clinton et compagnie soient aussi peu enthousiastes à soutenir Biden alors que bon, il est indispensable pour eux que Joe Biden gagne. En fait, tout se passe comme si Biden c'était un fusible sur le point de sauter. Et bien sûr, s'ils mettent tous leurs espoirs sur Biden et que Biden saute, c'est fini pour eux. Donc ils sont obligés de garder leur distance. Alors là, il y a plusieurs scénarios par rapport à Biden si on essaye d'anticiper les choses. Possibilité numéro 1, Biden décline toujours plus, à un point où il n'arrive même plus à faire une phrase claire, qu'il devient vraiment sénile à 100%, et les démocrates sont obligés de le remplacer. Possibilité numéro 2, les affaires de Joe Biden remontent à la surface, les histoires de viol, les histoires avec l'Ukraine, les images de Joe Biden avec des enfants, et ça fait tellement de bruit qu'ils doivent le remplacer. Ça c'est un scénario qui est tout à fait possible, puisque si Trump se sentait en difficulté, il pourrait très bien faire remonter ses dossiers à la surface avant l'élection. Possibilité numéro 3, Joe Biden est élu, bon, on sait jamais, et là, sa sénilité deviendra complètement impossible à cacher, puisque à ce moment-là, il sera censé enchaîner les discours en tant que président, les déplacements, les conférences de presse. Et donc, si Joe Biden gagne en novembre, ils vont le laisser en place un mois ou deux, et puis début 2021, il sera déclaré inapte à être président, et puis il sera remplacé par Kamala Harris. Bref, vous avez compris, dans tous les cas, Biden va pas durer très longtemps. Et je vous laisse imaginer le massacre si Biden fait contre Trump le genre de débat bien long qu'avait fait Hillary en 2016. Les démocrates vont tout faire pour esquiver ces débats, mais dans le fond on s'en fiche parce que tout le monde a déjà compris que Biden n'était pas à la hauteur. Et forcément, dans ce cas, les démocrates ne vont pas se ranger derrière lui. Au lieu de ça, les démocrates restent systématiquement dans le flou, ils font de grands discours qui sont pas toujours très clairs, ils rentrent pas trop dans les détails, ils soutiennent pas ouvertement Biden, et puis surtout ils font comme leurs électeurs. Ils cherchent pas à élever Joe Biden, mais plutôt à descendre Trump, à l'image de Michelle Obama dans son dernier discours il y a quelques jours à la Convention démocrate. Le seul problème, c'est que pour gagner une élection, il faut un programme, il faut un candidat qui soit apprécié des électeurs, et puis il faut aussi construire un projet. Comme d'autres l'ont déjà dit, haïr Trump, ce n'est pas un programme, et les électeurs le savent. Ou du moins les électeurs indécis, ceux qui attendent les arguments des deux partis pour faire leur choix, et ceux qui décideront le 3 novembre du résultat de l'élection. Alors d'un côté vous avez Trump qui a clairement fait du bon boulot en 4 ans, sur le plan national avec des résultats économiques très bons, et puis sur le plan international avec des accords commerciaux tout aussi bons, des accords de paix, récemment au Moyen-Orient, des accords de paix qui font plaisir à tout le monde. Et donc en face de ça, voilà, vous avez les démocrates qui sont désormais associés aux antifas, aux masques, au confinement sans fin. Bon, vous voyez la différence quoi. Il y a un candidat qui donne de l'espoir à des millions de gens, alors je parle de Trump, et pas qu'aux États-Unis, puisque dans tous les pays maintenant, un peu partout, on a compris que Trump s'inscrivait dans un projet, bon, au contour un petit peu énigmatique, je parle de QAnon cette fois, mais un projet qui est porteur d'un espoir énorme. Un espoir assez incroyable même, puisqu'on se prend à rêver de la paix mondiale, d'une économie saine et florissante pour tous, de la fin de l'esclavage financier, des politiques d'asservissement des peuples. Bon alors on rêve, et puis on se prend à y croire et à espérer de plus en plus. Et puis on regarde la situation de Trump, de ce qui semble se passer dans les coulisses, et puis on se dit finalement, qu'est-ce qui empêche Trump de faire tout ça? Qu'est-ce qui empêche Trump de réaliser ce rêve? Aussi fou que ça paraisse. Trump a aujourd'hui un réel soutien des peuples, il a un soutien et du pouvoir qui lui permettent d'accomplir tous ces grands changements. Et puis il semble bénéficier de soutien important du côté de la Russie de Poutine, de l'Arabie Saoudite et peut-être même de Xi Jinping, le président chinois.
Bon là il y a de la géopolitique complexe derrière tout ça, hein. Je me risquerai pas à prédire ce que font la Russie, la Chine et d'autres pays majeurs de leur côté, mais de toute évidence Trump semble s'arranger avec tout le monde et on est clairement plus dans la configuration de 2016 quand Hillary, candidate au présidentiel, menaçait la Chine et la Russie d'actions militaires, dans une situation qui était beaucoup plus tendue qu'aujourd'hui. Trump et Poutine ont l'air de partager une même vision du monde. Xi Jinping en Chine a invité Trump dans la cité interdite, ce qui symboliquement n'est pas du tout anodin. Et Trump travaille à stabiliser le Moyen-Orient avec un certain succès. Et puis surtout, Trump n'est pas un impérialiste ni un mondialiste. Il se destine pas à marcher sur le monde entier. Il a mis en valeur à l'ONU le patriotisme en disant que l'avenir n'appartenait pas aux mondialistes mais aux patriotes. Bref, à entendre Trump et puis à voir ses relations avec ses homologues, on a l'impression que son but c'est d'instaurer une sorte de monde multipolaire avec quelques grandes puissances majeures qui auraient chacune leur zone d'influence. Alors on imagine une Russie puissante qui stabilise son territoire et puis pourquoi pas une partie de l'Europe de l'Est, une Chine apaisée qui stabilise l'Asie de l'Est, les États-Unis qui stabilisent l'Amérique, enfin l'Amérique du Nord du moins, et puis finalement on en arrive à se demander si les puissances européennes vont faire partie de ces grandes puissances à ce moment-là. Alors je vous mets un article en description qui parle un petit peu de ce nouvel ordre mondial qui pourrait apparaître grâce à Trump, et qui serait justement un nouvel ordre mondial cette fois-ci positif, qui serait garant de la paix et puis de l'épanouissement des peuples. Ça semblera peut-être un peu trop beau à certains, mais dans l'état actuel des choses, si Trump gagne en novembre, il aura peu d'obstacles pour instaurer ce système, si c'est bien son projet. On aura l'occasion de reparler de tout ça parce que c'était un sujet très intéressant, et puis personnellement je pense que c'est une hypothèse qui n'a vraiment rien d'absurde. Mais bon, restons-en aux élections américaines pour le moment, puisque tout va se jouer à ce moment-là. Vous avez donc Trump qui incarne clairement une forme de réussite et d'avenir prometteur. Alors c'est sûr que quand en face vous avez Michelle Obama qui vient vous expliquer avec un visage constipé que votre vie est en danger, que Trump va vous tuer et que votre salut dépend de Joe Biden, bon, moi je vote pas aux USA mais je pense que mon choix irait assez vite. On ne gagne clairement pas une élection sur la peur, surtout quand le candidat d'en face s'appelle Trump et qu'il a passé 4 ans à montrer que quand il voulait quelque chose, il l'obtenait. Ceux qui cherchent trouveront toujours des défauts à Trump, mais dans les grandes lignes, Trump est gagnant depuis 4 ans. 4 années pendant lesquelles les démocrates n'ont fait que se radicaliser et perdre de leur sérieux. On a encore un petit peu de temps devant nous, mais je pense que la soirée du 3 novembre sera une bonne soirée. C'est difficile de se prononcer plusieurs mois à l'avance, hein, surtout en 2020, en ce moment où les événements surgissent de nulle part. Mais les circonstances actuelles sont vraiment bonnes pour Trump et puis elle lui trace une autoroute. Les démocrates sont en très grosse difficulté, en panique même, et ils ne parviennent plus à le cacher. Pour la première fois depuis longtemps, on a le droit d'espérer, et puis pour la première fois depuis très longtemps, il semblerait qu'on soit du bon côté de l'histoire. Alors voilà, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était ma première analyse informelle, sans prétention, qui vise autant à faire un point sur la situation qu'à donner un peu d'espoir à ceux qui ont encore des doutes. Si ce format vous plaît, il y aura d'autres vidéos du genre. Puis en attendant, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont fait des dons et qui me permettent de m'occuper de cette chaîne à plein temps tous les jours. Voilà, merci à vous tous et puis à la prochaine.